bonsoir à tous et merci d'être venus assister à la conférence « Les réseaux sociaux sont-ils l'avenir de la gestion de crise ?» donc, qui est organisée par le comité risque et entreprise de l'ANA-JHEDN, dont je fais partie. Quelques mots sur le comité pour commencer. C'est un comité qui est assez récent. Il a été créé en janvier 2015 et donc on a pour objectif d'essayer de discuter et d'analyser les enjeux auxquels sont confrontées les entreprises en France, mais aussi à l'international, du fait de leurs activités, à travers l'organisation de conférences comme celle de ce soir par exemple, mais aussi d'ateliers ou encore de visites sur toutes ces thématiques. Donc si d'ailleurs ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à nous rejoindre, on est toujours à la recherche de nouveaux membres. Vous pouvez nous envoyer un mail ou encore venir en parler à la fin de la conférence, vous serez les bienvenus. Alors pourquoi ce thème, réseaux sociaux et gestion de crise? Eh bien parce qu'on a remarqué une utilisation vraiment croissante des réseaux sociaux ces dernières années en temps de crise, bien sûr. Les réseaux sociaux sont vraiment utilisés pour partager des informations, mais aussi pour les récupérer lors de la gestion de crise. Et un autre exemple de l'utilité des réseaux sociaux a été lors des attentats à Bruxelles, puisque les réseaux téléphoniques mobiles ont été saturés. Et donc le ministère de l'Intérieur a demandé à ce que les gens utilisent plutôt les réseaux sociaux pour leur communication, montrant ainsi l'utilité des réseaux sociaux en temps de crise. Donc, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'aux informations vraies et fiables qui servent à gérer les crises se mélangent des rumeurs et aussi des informations qui sont fausses. Et donc maîtriser les réseaux sociaux est devenu vraiment indispensable pour aboutir à une bonne gestion de crise. En France, des dispositifs ont déjà été mis en place, avec notamment un responsable médias sociaux en gestion d'urgence qui est présent avec nous ce soir au sein du ministère de l'Intérieur. Les entreprises, quant à elles, ont tendance à plutôt embaucher des spécialistes des réseaux sociaux. Et on voit également apparaître des applications coopératives qui permettent aux citoyens de s'impliquer, notamment en signalant des zones de danger ou à risque. Alors ainsi, avec cette utilisation vraiment croissante des réseaux sociaux, on s'est demandé comment rendre leur utilisation plus efficace pour mener à bien vraiment la gestion de crise. Et donc pour discuter de ce thème ce soir, nous avons trois intervenants. Nous avons Xavier Titelman, qui est le responsable médias sociaux en gestion d'urgence au sein du Centre opérationnel de gestion interministérielle de crise, de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise du ministère de l'Intérieur. Et il nous parlera ce soir des réseaux sociaux en temps de crise pour le secteur public et en particulier pour le ministère de l'Intérieur. Notre seconde intervenante est Emma Villard. Elle est analyste politique spécialisée sur les risques sécuritaires concernant les voyageurs d'affaires et expatriés, et elle est spécialiste des réseaux sociaux. Elle travaille aujourd'hui au sein de l'équipe d'analyse d'International SOS et Contrôle Risque, et elle nous parlera ce soir de l'utilisation des réseaux sociaux pour le secteur privé. Et enfin, notre dernier intervenant, Jonathan Conquier, qui est le cofondateur de Quidam, le premier réseau de proximité entre citoyens, qui permet de s'entraider dans des situations de danger. Vous avez eu les flyers, donc François vous en parlait, pour télécharger l'application pour avoir après la démonstration en direct. Donc chacun des intervenants va nous parler 15 minutes, et ensuite il y aura un temps d'échange et de questions avec la salle pendant à peu près 3 quarts d'heure. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à souhaiter une bonne conférence, et M. Stéphane, c'est à vous. Merci. Juste pour dire aux gens qui sont en haut qu'il y a une bonne dizaine de places en bas. Que les gens soient assis, c'est confortable. N'hésitez pas à descendre. Donc, pour commencer un rapide retour en arrière, on a les médias sociaux, ce qui s'appelle pas encore les MSGU, les médias sociaux en gestion d'urgence, qui ont été massivement utilisés pour la première fois en 2010 lors du séisme à Haïti, où on avait des expatriés qui arrivaient à avoir des informations sur la situation sur place et qui arrivaient du coup de cette manière-là. Allez-y. Et qui arrivaient en fait à organiser les secours sur le terrain de par leurs connaissances et de par leurs contacts sur place. Lors du tsunami de 2011, on a vu, et ça c'est dans le rapport officiel du tsunami de 2011, beaucoup d'habitants n'avaient pas l'habitude de se renseigner en ligne ou de passer par les réseaux de médias sociaux et sont restés ignorants des secours et des ressources mises à leur disposition. C'est-à-dire que les réseaux sociaux vont soutenir la gestion de crise opérationnelle réelle. Le réseau social va améliorer la résilience du monde réel. Et ça, c'était vraiment une nouveauté. Ils n'avaient rien changé à leur organisation habituelle, c'est-à-dire qu'ils apportaient des couvertures, ils apportaient tout ce qu'il fallait comme ils le faisaient d'habitude, sauf qu'en plus, ils le disaient sur Twitter ou sur les réseaux. Et les gens qui le savaient, forcément, ils étaient au courant et ils pouvaient mieux s'organiser.
Alors, je vais passer un petit peu plus sur la France. Il y a un grand exemple qui est très connu, Sandy aux États-Unis, où là on a quelque chose d'excessivement massif avec des dizaines et des dizaines de milliers de bénévoles qui vont s'organiser et qui vont prendre eux-mêmes en main la gestion de crise et qui vont dépasser l'État. Ça, c'était une première. Vous avez à la fin de l'année 2012, en France, vous avez une association qui s'appelle une ONG, les pompiers de l'urgence internationale, qui vont aller se déployer à Madagascar suite à un ouragan, et qui vont aller demander sur Twitter, bonjour Twitter, est-ce que quelqu'un parmi vous peut me donner des informations sur est-ce qu'il y a des pharmacies qui ont encore de l'électricité pour qu'on puisse mettre nos médicaments, voilà, et ce genre d'informations-là. Et on a comme ça 4, 5, 6 bénévoles qui vont se mettre à faire une carte collaborative sur la situation dans cette ville de Madagascar. Et du coup, cette communauté se crée de cette manière-là, un petit peu informelle, vraiment par hasard. Mars 2013, je sais pas si moi j'arrive au ministère en février 2013. Mars 2013, il y a une crise ou nette, mais une grosse crise de com en tout cas, avec énormément de neige. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, la France était bloquée, il y avait 3 mètres de neige en Normandie, voilà, c'était vraiment un désastre. Il se trouve que, alors moi, tout neuf dans ce système ministériel, je ne connaissais pas encore bien les rouages, j'étais à la synthèse des informations. Les pompiers sur le terrain collectaient les informations à 14h, ils les structuraient, ils les envoyaient à l'échelon du dessus pour 15h, qui les structurait, qui nous l'envoyait, et on se retrouvait avec 18h, avec des informations qui avaient 4-5 heures de retard. Et moi je vais sur Twitter, et puis je leur mets des photos. Alors là, ça a été une révolution dans la salle, il y a des photos, il y a du direct, comment c'est possible? Et je vois cette association, enfin plutôt ces bénévoles, qui étaient déjà, qui avaient travaillé avec l'histoire de Madagascar, qui mettent en relation des agriculteurs qui ont évidemment des tracteurs avec des gens qui sont dans leur voiture, qui sont coincés à 400 mètres d'eux et qui vont comme ça contribuer à la gestion de crise à leur niveau. Et je crée quelque chose qui était interdit mais je ne le savais pas, je crée un compte Twitter, et le seul compte Twitter officieusement officiel de tous les ministères, pour entrer en contact avec cette communauté et pour essayer un petit peu de les faire vivre. Ça c'est le début de comment on a travaillé. Et là, on a vraiment commencé à travailler dans ce domaine-là. J'étais pas arrivé au ministère pour ça, mais en tout cas, je suis quasiment à 100% sur ce domaine-là depuis cette époque-là, c'est-à-dire un mois après mon arrivée. On s'est rendu compte que les médias sociaux sont excessivement résilients. Alors, je vais revenir après sur ça. Alors, votre téléphone, vous perdez l'électricité, vous perdez les réseaux téléphoniques. Alors déjà, vous perdez l'électricité, les réseaux téléphoniques, il faut continuer à fonctionner. Vous donniez l'exemple à l'instant de la Belgique, c'était pas un exemple là, c'est un exemple parmi 150 autres. Il y a un rapport de la Croix-Rouge qui dit que les gens vont dans 71% des cas chercher sur internet les infos sur leurs proches plutôt que de les appeler. Et ça libère des lignes téléphoniques, c'est colossal. Ça évite de faire tomber des réseaux. Il faut savoir que les réseaux téléphoniques ont des batteries autonomes, ils vont continuer à marcher pendant 24-48 heures. Dans les zones où il y a un risque réel, San Francisco, etc., les gens, en plus de leur téléphone portable, ils ont une sorte de mini disque dur qui leur permet de recharger leur téléphone comme ça pendant 3 jours. Et à côté de ça, on a une capacité, là c'est un exemple Starbucks de Sandy, donc à New York, ils ne savent pas pourquoi, il n'y avait plus d'internet, il n'y avait plus d'électricité, le Starbucks continuait à émettre en Wi-Fi. Et il y a des centaines de personnes qui trouvaient comme ça des couvertures, etc., des ressources à cet endroit-là. On a une capacité à rétablir ces réseaux excessivement facilement, parce que c'est en ligne. Un petit sac à dos qui fait 11 kg, au Soudan du Sud, ils viennent de tester ça, 11 kg, ils mettent ça, ça crée un spot Wi-Fi 4G autour, connecté par satellite, ça tient très très bien. Là, je vous ai mis une photo en bas à droite, en bas à gauche, pardon, aux Philippines, dernier ouragan aux Philippines, pareil, on rétablit ça et là on crée une zone autour de ça. Si jamais il n'y a même plus de réseau téléphonique, et là, c'est ça qui est extraordinaire, je crée avec mon téléphone une application qui s'appelle FireChat. Vous vous connectez à moi, et puis si tous les 70 mètres il y a quelqu'un, on va pouvoir se connecter les uns aux autres, et on va pouvoir comme ça créer des réseaux qui ne peuvent pas tomber. Et il y a des villes, officiellement, vous regardez la ville de Tahiti, la ville de Tahiti a demandé à ses administrés, merci de télécharger l'application FireChat, parce que le jour où il n'y a plus rien, eh ben c'est comme ça qu'on parlera. Et ça ne peut pas tomber. Le futur, qui n'est pas si futuriste que ça, parce que Google est en train de le déployer au Sri Lanka. Là, je vous ai mis le projet Loon, avec le fameux ballon Google qui va rester sur place pendant 6 mois. Et là, on va couvrir une zone de 5000 km², avec gratuit, Google étant
association à but humanitaire, c'est bien connu. Voilà, donc ils ouvrent à fond le van, il n'y a plus besoin de nous forcer à aller faire des recherches chez Google, la connexion est chez Google. Donc leur objectif, c'est d'ici quelques années d'avoir des avions, des drones, c'est pour ça qu'ils rachètent tous les drones du monde, si vous êtes intéressé à l'aspect militaire, vous connaissez ça, et ils vont avoir des drones qui vont tourner en rond pendant 5 ans sur une zone, mais qui volent à 30 km d'altitude, c'est-à-dire 3 fois plus haut que les avions de ligne. Là-haut, vous n'avez aucune catastrophe. C'est-à-dire qu'en permanence, on aura tout perdu, il nous restera Google, il nous restera Twitter, il nous restera Internet pour s'en sortir. Un petit exemple, en France, une jeune fille dans les inondations à la Londe-les-Morts qui nous appelle au secours sur Twitter et qui nous dit « Bah moi j'ai tout perdu ». Elle nous appelle au secours. Il y avait juste le McDonald's à 400 mètres, elle captait le McDonald's. Et donc c'est par Twitter qu'elle a envoyé des informations, qu'elle a appelé au secours clairement, et après quand on lui a demandé, elle nous dit « À cause d'inondations, plus de réseau téléphonique fixe et GSM, juste une connexion Internet fixe disponible ». C'est comme ça qu'elle a appelé au secours. Des exemples comme ça, on en a en France, on en a dans plein de pays, et le problème c'est que les secours ne sont pas calibrés pour veiller Internet, et veiller quelqu'un qui dit au secours. On n'est pas capable de faire ça. Ça sauve des vies, le jour où on aura quelqu'un qui appelle au secours et qu'on ne le voit pas, ça risque d'être compliqué. Il y a 3 niveaux d'engagement possibles dans les MSGU, médias sociaux en gestion d'urgence. Le premier, le plus facile d'accès, on va dire, c'est la veille. Là, vous cherchez les informations sur Internet, pour ceux même, vous n'avez pas besoin d'un compte Twitter, vous allez sur twitter.com/search, et là vous tapez le mot-clé qui vous intéresse, inondation, séisme, Ankara, Bruxelles, et là vous trouvez des informations, des photos, c'est assez facile. Le deuxième niveau d'engagement dans les médias sociaux, c'est la diffusion d'informations. On peut aider les personnes, il y a un cas notamment à Haïti où il y avait un éboulement, et il y a quelqu'un qui arrivait avec un marteau-piqueur pour ceux qui s'y connaissent un peu, les marteaux-piqueurs, ça risque de faire encore plus bouger la structure, c'est pas forcément génial. Et c'est sur Twitter, ils lui ont dit non, amène pas ton marteau-piqueur à cet endroit-là, c'est pas une bonne idée. Donc, contribuer à la bonne pratique, faire émerger aussi peut-être des innovations, des bonnes habitudes. Au début, là, on était complètement balbutiant. Le truc à droite, là, j'ai fait ça sous Paint, mais ça a été repris par France TV. Et du coup, ils se sont rendus compte au ministère qu'avec leur com institutionnel, alors tweetez pas ce que je suis en train de dire, de faire un PDF que personne n'ira lire, un communiqué de presse en retard de 3 heures, ça n'a aucun intérêt. Par contre, ça, je touchais tout de suite, voilà, un exemple, ne diffusez pas d'informations dont vous n'êtes pas directement témoin, ça c'est mon compte officiellement officieux, et ça tout de suite, il y a 123 403 personnes qui voient cette information sur leur écran, parce que c'est retweeté 600 fois en 5 minutes. Y compris par des hommes politiques, etc., qui fait qu'on touche beaucoup de monde. Il y a un deuxième niveau d'engagement possible dans la communication, c'est l'alerte. Et là, je laisserai Jonathan vous expliquer ça tout à l'heure. En gros, l'État va peut-être pouvoir vous dire, attention, tu es dans une zone dangereuse. Je le fais quand même rapidement. Ça, c'est ce que propose Google. Mais Jonathan va faire la même chose. On fait la même chose. En mieux. C'est-à-dire, et c'est français. Google, je vais me mettre debout. Il y a un pointeur. En gros, vous déterminez cette zone rouge ici, ça c'est la zone d'inondation. Vous devez sortir si vous êtes dans cette zone-là. Et là, vous avez les informations qui sont fournies par l'État, où sont les shelters à côté. Et éventuellement, vu que c'est Google et qu'ils savent tout faire, ils vont vous dire, il y a 7 minutes qui se trouvent à 10 minutes à pied de chez toi, et le prochain est dans 63 minutes. Va à pied faire ton évacuation maintenant. Donc ça va contribuer clairement à la gestion de crise. On a ensuite le troisième niveau d'engagement, donc premier la veille, deuxième la diffusion d'informations et l'alerte, et le troisième niveau c'est l'interaction avec les populations. Et là c'est ça qui est extraordinaire, la population cherche à s'en sortir par elle-même, toute seule. Le problème c'est que ça peut être aussi un facteur chrysogène. Je reviens sur Sandy. La carte que vous avez là-haut, c'est l'état des stations essence à New York au moment de Sandy. Le problème, c'est que certaines de ces stations, certes, elles étaient approvisionnées, mais peut-être qu'il fallait les garder pour les ambulances ou pour les secours. Et le problème, c'est que quand l'État n'est pas impliqué sur les médias sociaux, il est possible que ces gens, de bonne volonté, vont prendre des initiatives qui ne sont pas les bonnes. Donc il faut absolument les accompagner. D'une part parce que c'est un facteur chrysogène, mais en plus, clairement parce qu'on peut aussi profiter de ça
parce que la population va s'en sortir par elle-même. C'est les lois de modernisation de la sécurité. Je ne me souviens plus des textes exacts, mais pour me confirmer. Il y a plein d'outils qui se développent. Je vous ai montré Google juste avant. Il y a aussi des outils rechercher la population. Tsunami. En 3 jours, Google va répertorier 600 000 personnes et va remettre en contact 600 000 personnes qui sont disparues. Ça, c'est l'application qui est là. I'm looking for someone. Ou alors, j'ai des informations sur quelqu'un. Et en fait, de cette manière-là, dans les centres de secours, l'État, la Croix-Rouge, aucune infrastructure nationale de l'État n'est capable d'absorber 600 000 connexions en même temps. Google, oui. Et Google, il le fait gratuitement. Donc ça, c'est aussi un problème. Est-ce qu'on devient tributaire de Google? Ça, c'est aussi une autre question. En tout cas, il sauve des vies. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui. Est-ce qu'on repart de zéro en France? Est-ce qu'on a créé des serveurs qui serviront une fois par... si une centrale nucléaire va mal? Voilà, c'est des choses qui sont très compliquées. Là, je vous ai mis l'échange avec une autre jeune fille à la Londe les Morts, à droite. Voilà, j'ai l'eau jusqu'aux cuisses. Vous êtes à la Londe? Oui. Si vous pouvez évacuer, allez à tel endroit. J'ai une amie qui est bloquée dans son grenier, elle a de l'eau presque jusqu'au toit. Et la ville de la Londe les Morts lui répond « Où ça que je transmette au secours ?» Et ils ont envoyé un hélicoptère. Parce qu'elle n'avait plus de téléphone. Alors le réflexe, évidemment, s'il y a une inondation, ne tweetez pas la photo de vos pieds, appelez les pompiers. C'est quand même la base, il faut le rappeler. C'est quand même ça officiellement qu'il faut essayer de faire. Hop. Alors, les communautés, à force de devenir de plus en plus efficaces, elles sont structurées. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ce petit groupe de 5 ou 6 amateurs comme ça qui s'étaient réunis pour essayer de nous faire des petites cartes collaboratives. Clairement, on est en train de devenir... Ça reste des bénévoles, mais par contre, ils sont super spécialisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un événement, et ben vous avez Géomaticiens sans frontières qui va se réunir, et vous avez les cartographes de l'urgence, et vous avez le crisis mapper et les translators sans frontières. Et eux, ils vont nous traduire de l'anglais vers le turc si jamais il y a un séisme en Turquie. L'ONU a mis en place une plateforme, onlinevolunteering.org, qui permet, je suis volontaire, je cherche une opportunité, et ben on va vous demander de traduire un texte pour les infirmières du Burundi, de gestion de je ne sais pas quelle maladie. Et inversement, une autorité a le droit de demander bénévolement, et puis la personne pourra mettre sur son CV, j'ai fait le site web de tel organisme. C'est super bien, c'est gratuit pour nous, ça sauve des gens de l'autre côté. Il y a cette communauté francophone qui s'appelle VISOV, les volontaires internationaux en soutien opérationnel virtuel. Francophone, j'ai pas dit français. L'intérêt, c'est qu'il y a des Canadiens dedans. Du coup, c'est 24 heures sur 24. Et il y a des fois, ils étaient tout simplement plus nombreux que nous en salle de crise. Donc je travaille au COGIC, Centre opérationnel de gestion interministérielle de crise, le nom est très long, mais il y a des moments où on est clairement dépassé. Parce que quand il y a une situation sur Internet, et qu'il y a 200 tweets à la minute, si ce n'est plus, je suis tout seul. Avec Manu, peut-être à... Voilà, mais j'essaie d'alimenter les opérateurs qui, eux, vont structurer tout ça, qui, derrière, va prendre une décision opérationnelle, mais face à des centaines de tweets à la minute, je ne sais pas faire. Aujourd'hui, cette association, on a je ne sais pas si vous connaissez l'application WhatsApp, il y a une application WhatsApp, il y a un groupe dans lequel personne ne parle, on est 150 dedans. S'il y a une alerte, je dis merci de nous rejoindre, et les 150 membres reçoivent une notification sonore sur leur téléphone. Et ensuite, on va commencer à travailler. Et là, hop, ils vont mettre en place des classeurs. Alors, c'est des fichiers Excel collaboratifs, Google, encore une fois, parce que là, on peut se connecter à 150 en même temps, et puis on va le remplir ligne par ligne, d'une manière chronologique. C'était toi, Manu, qui était là dans les attentats de Bruxelles? Ouais. Donc là, c'est le Bataclan, c'est le 13 novembre. Ce qui est intéressant, comme ils sont 150, on claque des doigts, on a tout de suite 40 bénévoles, 40 volontaires. Et c'est des pompiers, c'est des secouristes, c'est des informaticiens, c'est n'importe qui. Et là-dedans, ils vont nous dire, minute par minute, ce qui est en train d'apparaître. Alors en plus, il y avait un incendie à Calais, il y avait des choses qui se mélangeaient un peu les unes avec les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on fait remonter de l'information et on n'a plus besoin de perdre notre temps dans un CO, dans un centre opérationnel. On ne perd plus notre temps à aller chercher sur Twitter. C'est eux qui le font, c'est eux qui structurent l'information, ça c'est l'intelligence. Ils nous amènent l'intelligence et on a confiance en eux, parce que de toute façon on ne sait pas le faire tout seul. Parce qu'on n'est pas assez nombreux pour le faire, et j'imagine mal que l'État entretienne une cellule de 10 personnes H24 pour faire ce genre de travail. C'est impossible. Donc ça tombe bien, on a des bénévoles qui sont super bons pour le faire.
s'ils sont assez nombreux, ils nous font des cartes collaboratives. Et donc, là par exemple, on va cliquer, là c'est les inondations à la Landes-les-Morts, là il y a 13 signalements. Dans ces 13 signalements, peut-être qu'il y a 50 collections, 13 collections de 50 photos de la situation. Donc ça aussi c'est quelque chose, pour un état-major, comprendre ce qui se passe sur le terrain, dire qu'une maison brûle c'est une chose, avoir une photo de la maison qui brûle c'est totalement autre chose. Est-ce que c'est un poulailler, est-ce que c'est un immeuble? Hop, on est en train d'acquérir, je me dépêche pour finir, on est en train d'acquérir des logiciels de veille, parce que jusqu'à maintenant on n'utilisait que des outils gratuits. Depuis le 13 novembre, d'un coup on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un intérêt à ces applications. Là je vous ai donné l'exemple qui date d'avant-hier, des tirs qui ont eu lieu, je ne sais plus où en Afrique. Brazzaville, merci. En gros, en continu, le mot tir, c'est 10-15 tweets à la minute. Et puis tout d'un coup, vers 4h du matin, bah là ils en parlent sur internet. Et là, alors, au Cogic, c'était toi encore une fois, tu es tout le temps là sur les mauvais coups. Il a commencé à recevoir des mails qui l'informaient qu'il se passait quelque chose à Brazzaville à ce moment-là. Alors, c'est de la détection précoce. Sur les attentats, sur les attaques en Côte d'Ivoire, on avait 1h30 d'avance sur les médias, ce qui fait quand même beaucoup. Donc c'est aussi, parce que très rapidement, le premier témoin, il peut avertir. Ce qui est très compliqué, c'est de supprimer le bruit, parce qu'autour de tir, il y a le foot, il y a énormément de choses. On arrive alors les soirs de PSG, etc. C'est très compliqué de s'en sortir. Hop, je vais m'arrêter là, comme ça je ne prends pas la parole aux autres. Merci. Merci. Bonjour. Alors, moi je vais prendre le côté plutôt entreprise, donc sûreté des expatriés, sûreté des voyageurs d'affaires, donc le rôle que les entreprises peuvent jouer là-dedans. Alors, comme l'a dit monsieur, contrairement à ce qu'on peut entendre ou même voir sur Internet, les réseaux sociaux ne sont pas forcément un facteur de crise. Ils peuvent aussi aider à la gestion de cette crise. Moi, je vais m'intéresser très particulièrement à deux réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Donc pour ceux qui ne sont pas forcément très familiers avec les deux, il y en a dans la salle. Twitter, c'est un réseau social qui maintenant a 10 ans, qui est un site de microblogging, donc avec des publications qui sont publiques, et ça c'est important, de 140 signes, et qui est particulièrement populaire auprès des journalistes, qui fonctionne avec des mots-clés, donc les fameux hashtags, les mots dièses, sur lesquels on peut faire des recherches sans avoir de compte. Facebook, c'est un réseau social qui est plutôt à usage privé, mais sur lequel sont organisés des événements publics, et vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant aussi. Pour vous donner juste un ordre d'idée, Facebook a 10 fois plus d'utilisateurs actifs en Europe que le lectorat cumulé des 10 plus grands journaux d'Europe. Ça donne un ordre d'idée quand même. En Europe, en Afrique, ce sont les deux réseaux sociaux qui sont les plus pertinents pour obtenir de l'information. Si on fait de l'analyse sécuritaire ou de la veille sur la Chine, il faudra s'intéresser, ou la Chine ou autre, il faudra s'intéresser à quel est le réseau social le plus adapté. Ce n'est pas forcément toujours ces deux-là. Donc la question, c'est vraiment l'intérêt pour les entreprises de se lancer dans cette aventure-là. Donc on va d'abord réfléchir un peu à pourquoi est-ce qu'il facilite la préparation et l'anticipation de la crise. Ensuite, voir comment on peut s'en servir avant une crise, comment on peut s'en servir pendant une crise, toujours pour une entreprise, et les précautions qu'il faut prendre aussi dans leur utilisation. Donc, pourquoi est-ce que c'est un canal d'information qui est pertinent et qu'il faut considérer quand on recherche de l'information? D'abord parce que les réseaux sociaux participent à un décloisonnement, à une déhiérarchisation dans la production d'informations, parce que n'importe qui peut publier sur Twitter, sur Facebook,
Alors d'une part, ça permet de contourner la censure éventuellement. Par exemple, au Burundi, en ce moment, les radios sont coupées. Donc on peut avoir des petits groupes de personnes qui vont s'organiser pour tweeter régulièrement ou pour publier sur Facebook. Et ça permet aussi de contourner éventuellement la ligne éditoriale des médias traditionnels. Évidemment, la limite, c'est quand, par exemple, le président du Congo-Brazzaville décide de couper Internet. Là, on est un peu face à une impasse. Mais c'est quand même une première aide. D'autre part, ils sont anonymes. Donc ça permet aussi éventuellement, dans des situations ou dans des pays compliqués, de contourner une certaine censure et de se mettre aussi soi-même plus en sécurité. Donc de libérer la parole. Ils sont extrêmement populaires, ils sont très simples d'utilisation et en plus, majoritairement, ils sont gratuits. Un autre gros facteur à prendre en compte, c'est qu'ils misent et ils fonctionnent en temps réel sur l'immédiateté. Donc c'est extrêmement utile pour quelqu'un qui va chercher de l'information et quand on parle d'un attentat, que ce soit à Paris, Bruxelles ou en Côte d'Ivoire, à Grand-Bassam, chaque minute est importante et on va pouvoir avoir vraiment des informations très rapidement, effectivement, avant même qu'il y ait un ticker sur Le Monde ou sur RFI. C'est également adapté à des continents avec une population qui est jeune, avec un continent qui peut éventuellement avoir vécu un bond technologique, donc être passé de la ligne de téléphone fixe directement au smartphone. Et donc, c'est particulièrement adapté pour faire de la veille sur les pays en voie de développement, évidemment sur les pays riches aussi. Et enfin, ce sont des outils qui permettent aussi de suivre des mouvements qui n'ont pas forcément de leader désigné. Et c'est particulièrement intéressant pour des mouvements de contestation anti-gouvernementaux, par exemple. Donc, la question, c'est comment s'en servir. Donc, je l'ai dit, ce sont des sites où l'analyste ou le responsable sûreté peut aller chercher de l'information, extraire de l'information, détecter des signaux faibles aussi, et réfléchir aux mesures de sécurité qu'il peut mettre en place ou préconiser auprès de ses collaborateurs qui vont être au Mali, à Bamako, pendant la prise d'otage et l'attaque du Radisson, par exemple. Donc c'est vraiment une mine d'informations parce que ce sont des plateformes sur lesquelles la contestation va s'organiser. Je vous donne quelques exemples que vous connaissez par cœur, mais pour le printemps égyptien, par exemple, d'abord, il y a une page Facebook anonyme qui se crée. Après quelques mois, elle obtient 500 000 suiveurs, followers sur Facebook. Et pour le 25 janvier, ils appellent à des rassemblements pour dénoncer la brutalité policière, puisque cette page a été créée suite à la torture d'un businessman par 2 policiers. Le 25 janvier, c'est la date de naissance de la révolution égyptienne, ça commence comme ça. En Ukraine, c'est pareil, tout commence par quelqu'un qui, tout bêtement dans son coin, appelle à se rassembler sur la place de Maïdan à Kiev. Et ensuite, ça a duré quand même 1 an et demi. Alors, il faut bien connaître les pays en question. Il faut pouvoir être en mesure d'évaluer à quel point tel ou tel mouvement, au-delà d'avoir un impact sur Facebook ou sur Twitter, va avoir réellement des conséquences dans le monde en dehors des réseaux sociaux. Et c'est pour ça que le rôle de l'analyste, il va au-delà de la collecte de l'information, il va vraiment dans le traitement de cette information-là. De façon très pragmatique, le réseau social, que ce soit Twitter ou Facebook, va aussi permettre d'avoir des renseignements très précis sur les lieux de rassemblement, donc les lieux que les collaborateurs doivent éviter, en fonction de si ensuite on pense qu'il va y avoir des affrontements ou pas. Et donc, le réseau social va être utilisé par un groupe d'étudiants ou par
le ballet citoyen au Burkina Faso, parce qu'ils ont tout intérêt à communiquer pour qu'il y ait le plus de monde possible à ce rassemblement. Mais nous, de notre côté, on peut aussi recueillir cette information-là. Donc, ce sont des réseaux, donc je l'ai dit tout à l'heure, Twitter, en termes de recherche, ça fonctionne à peu près comme Google, c'est assez simple. Sur Twitter, on peut aussi suivre des informations en tapant le hashtag, par exemple au Congo, hashtag Sassoufi, qui est un magnifique jeu de mots en plus, et on aura toutes les publications qui citeront ce mot-clé finalement, et ça nous permet, quand on n'est pas en temps de crise, d'identifier qui sont les comptes qui sont crédibles et qui valent le coup. Alors on va avoir des journalistes, tout bêtement, on va dans Twitter, on tape BBC Nigeria, on va avoir une liste de comptes. Ceux qui ont un petit tic bleu comme ça à côté, c'est des comptes officiels qui a priori sont fiables. On va avoir des militants, des syndicalistes, des membres ou des présidents d'une association de jeunes, peu importe, mais qui vont tous tweeter, qui vont tous se donner de l'information, mais nous donner de l'information aussi, et desquels on va pouvoir vérifier la crédibilité au fil du temps, parce qu'on n'est pas en période de crise. Tous ces comptes qu'on décide de suivre, on peut les organiser par liste, liste de pays par exemple, ces listes elles vont se mettre à jour automatiquement. Il y a un outil gratuit qui s'appelle TweetDeck, toutes les listes sont les unes à côté des autres, ça se met à jour automatiquement, c'est fantastique. Dans la crise, les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle crucial dans l'inattendu quand il y a un attentat ou dans le suivi d'une manifestation qui a été annoncée mais dont on craint le déroulement. Pourquoi ? Parce que ça permet de comprendre l'ampleur et la sévérité grâce à des photos, le nombre de participants, est-ce qu'il y a des violences, est-ce qu'il y a des affrontements. De par le réflexe de l'immédiateté, on peut très rapidement être au courant de la situation. Par exemple, le séisme à Haïti, très rapidement, il y a des photos qui sont publiées sur Facebook et sur Twitter, et CNN va utiliser ces photos-là pour être au courant de ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que le journaliste, ou même la personne, n'importe qui, vous, va tweeter tout de suite, ça va être un réflexe, et le journaliste, avant d'écrire son article, il va tweeter aussi. Google a envoyé des avions pour faire les photos. C'est Google qui se payait lui-même ses photos satellites et au Japon c'est la même chose. Voilà. Pareil en cas d'attentat, quand il y a eu les premiers tirs au carillon, dans les 5 minutes, on avait des voisins qui tweetaient, qui prenaient en photo la terrasse depuis chez eux, qui disaient il y a eu une fusillade, on ne sait pas ce qui se passe. À Bruxelles, la première explosion, enfin les deux explosions ont lieu à 8h. À 8h05, on a des premiers tweets qui nous disent il s'est passé quelque chose, il y a des explosions, on ne sait pas ce que c'est, est-ce que c'est du gaz, est-ce que c'est terroriste. Les attentats sont à 8h pile, ouais, et les premiers tweets. Donc ça permet aussi d'avoir des informations extrêmement précises, puisque c'est des gens sur place. Et des gens qui ne sont pas sur place, et à ce moment-là, c'est des gens qu'il faut éviter de croire, mais les gens sur place vont pouvoir nous dire exactement, bon, bah, c'est tel hall de l'aéroport qui a été touché, c'est telle rue qui est bloquée par des manifestations, c'est tel quartier qui est en train de s'embraser. Pour les responsables de sûreté qui sait exactement où habitent ces expatriés, où est le bureau de l'entreprise, c'est extrêmement utile. Et donc, on l'a vu, on a parlé de résilience, encore une fois, bon, l'exemple de Bruxelles est assez parlant, non seulement parce que du coup les gens vont essayer de rassurer leurs proches, mais nous, côté entreprise, ça nous permet aussi d'avoir des informations sur ce qui s'est passé. Donc, dans les cas de crise, on va devoir aussi être informé de situations qui ne sont pas forcément relayées par les comptes qu'on suit. Dans ces cas-là, comment faire ? Il y a des outils comme celui qu'a présenté monsieur tout à l'heure, qui sont
en général plutôt payants. Il y en a un qui s'appelle Data Miner, qui est très bien, qui, en fonction des pays que vous sélectionnez et de la catégorie d'incidents que vous sélectionnez, va proactivement vous envoyer un email à chaque fois qu'il y a un des mots-clés qui rentre dans les algorithmes de ce logiciel-là. Et donc vous allez, sans passer votre vie sur Twitter à chercher fusillade, s'il y a une fusillade, vous allez être au courant dans la minute. Et donc, dernier point, les précautions à prendre, évidemment. Quand il y a eu les attentats à Boston en 2013, parmi les plus de 7,5 millions de tweets les plus populaires, donc les plus retweetés, les plus likés, etc., il y en avait 29 qui contenaient des informations qui étaient fausses, 50%, donc 29%, 50% qui n'étaient que du bruit, c'est-à-dire des opinions, des commentaires, et seulement 20 qui contenaient des informations vérifiées, factuelles. Donc c'est important de savoir faire le tri, d'avoir une expertise sécuritaire dans la région ou sur la thématique, et de surtout ne jamais se fonder sur un seul tweet, une seule source. En l'occurrence, par exemple, sur les tirs à Brazzaville, aujourd'hui, il y a un des comptes Twitter qui est un journal d'opposition, Brazza News, qui tweetait il y a des tirs aujourd'hui à Brazzaville. C'était faux. C'est un journal qui est très très pro-opposition et on ne peut pas se fonder juste sur une source. Aussi, il faut faire attention à l'écart qu'il peut y avoir entre la réalité et les réseaux sociaux. Parfois, il peut y avoir une extrêmement grosse mobilisation sur les réseaux sociaux, des dizaines et des dizaines de gens qui parlent d'une manifestation, je ne sais pas, à Ouagadougou par exemple, et finalement il y a 10 personnes dans la rue, donc l'impact est quand même assez limité. Donc, encore une fois, il faut avoir une expertise régionale pour savoir ce dont il est vraiment question. Dernier point peut-être sur l'utilisation de vieilles photos ou de photomontages. Il y a des sites qui sont très bien, qui permettent de savoir si les photos ont déjà été utilisées. Par exemple, une photo d'affrontement au Venezuela qui est reprise pour dire que les étudiants se font tabasser place de la Nation. On peut utiliser Google Images et Tineye.com qui sont vraiment très bien, c'est très rapide, on upload l'image et on voit s'il y a déjà un historique de publication de cette image sur Internet. Donc, en conclusion, pour moi, les réseaux sociaux permettent aux entreprises de mieux anticiper les crises, de mieux faire de la veille aussi sur des pays qui sont potentiellement problématiques, pour ensuite prendre les mesures adéquates et au bon moment, c'est-à-dire avant que la crise ne se déclenche, pour répondre au mieux à son devoir de protection de ses collaborateurs. Les réseaux sociaux ne sont pas la panacée, en tout cas du côté de l'entreprise. C'est un canal d'information parmi d'autres. C'est un canal qui est très bien, qui est très réactif, mais qu'il faut savoir utiliser, qu'il faut savoir maîtriser, qu'il faut recouper avec une expertise géographique et qui finalement permet l'ouverture au public d'informations qui autrefois auraient pu être partagées par le bouche à oreille ou par des tracts, je pense par exemple à une manifestation. Donc ça facilite le travail de l'analyste ou du responsable sûreté, mais ça ne dispense pas non plus du travail vraiment d'analyse et de traitement de cette information. Merci. Bonjour à tous, c'est à mon tour, merci d'être là. Je m'appelle Jonathan et je suis le cofondateur d'un nouveau réseau social résilient qui fonctionne sur les médias sociaux en situation d'urgence. Alors, parler après Xavier et Emma, c'est un pont d'or, parce que Xavier vous a parlé de la nécessité des citoyens d'être eux-mêmes acteurs de leur sécurité. On voit bien que c'est un usage aujourd'hui que d'utiliser les réseaux sociaux pour appeler au secours, même si on sait tous qu'appeler au secours sur son profil Facebook ne touchera que ses amis qui peuvent être éloignés de plusieurs dizaines, centaines de kilomètres et que dans ces situations-là, ils ne peuvent pas être d'un grand secours. Néanmoins, c'est un usage et on ne peut pas aller à l'encontre de cet usage.
pour tous ceux qui espéraient ne pas utiliser les réseaux sociaux dans ce genre de situation parce que l'information est diffusée outre mesure, c'est trop tard, c'est déjà le cas. Et Quidam s'inscrit justement sur cet usage et va essayer, comme un entonnoir, de proposer un réseau social qui va circonscrire l'information et qui va informer ceux qui sont concernés par ces situations d'urgence de manière à ce qu'ils trouvent des solutions entre eux, quelles que soient les situations. Et un point d'or parce que les réseaux sociaux sont aussi utilisés en entreprise, c'est pas une vraie volonté, c'est parce que, encore une fois, on n'a plus le choix que de profiter de cet usage pour gérer au mieux les crises du quotidien. Dans la sphère privée, dans la sphère publique et dans la sphère professionnelle, vous aujourd'hui, au titre de citoyen, d'individu, quand vous vous levez le matin avec vos familles, vos enfants, vous êtes au regard de cette sécurité familiale, de votre sécurité individuelle, de notre intégrité à tous. Ça, c'est la sphère privée. Aujourd'hui, on est dans la sphère publique, puisqu'on est accueilli par un établissement recevant du public et on est sous sa responsabilité. D'ailleurs, il a mis à l'entrée de ce bâtiment des panneaux avec les sorties de secours en cas d'incendie. Personne ne l'a vu, je vous rassure, mais il est bien obligé de le mettre parce qu'on est sous sa responsabilité. Et quand on est dans l'entreprise et qu'on est un expatrié ou qu'on travaille en mobilité ou sur un site industriel, on est aussi sous la responsabilité de notre employeur. Chacun, dans chacune des sphères, on voit arriver un certain nombre d'outils qui vont permettre aux uns et aux autres d'utiliser des applicatifs mobiles pour notre sécurité. Il faudrait donc avoir potentiellement une application de sécurité civile, individuelle, mais il faudra avoir téléchargé l'application de sécurité de l'école militaire pour recevoir des informations liées à notre sécurité ici, et puis peut-être celle du Stade de France auquel vous irez demain pour voir un match, mais également celui de l'aéroport, d'un des aéroports de Paris si vous êtes sur zone. On se rend bien compte que ces applications citoyennes, ces applications professionnelles, ces applications d'entreprise, vous ne les installerez pas toutes sur vos dispositifs mobiles parce qu'on n'installe pas 50 applis pour sa sécurité. C'est pourquoi on a décidé d'imaginer un média social dédié aux situations d'urgence qui va être transversal, qui va vous accompagner du matin jusqu'au soir et qui va pouvoir adresser les problématiques qu'on rencontre à titre individuel, au titre des espaces publics dans lesquels on se situe et également au titre de nos activités professionnelles. C'est là l'essence même de Quidam. Bon, c'est pas pour se faire mousser qu'on met notre photo. Quidam, c'est deux cofondateurs qui n'ont rien à voir avec la gestion de crise. Ce sont deux citoyens lambda qui sont concernés par des situations d'urgence au quotidien comme vous l'êtes, parce que père de famille, parce que dans l'espace public, parce que susceptible d'être touché à un moment ou à un autre de son existence par des accidents de la vie, par une catastrophe naturelle, par quelque situation d'urgence qu'il soit. Et Quidam est né d'une disparition. Moi j'étais au parc avec mon ami au départ, et une petite fille a disparu. Un papa a perdu sa fille au parc. Et bizarrement, alors que ce Quidam, lambda, auquel je n'aurais pas fait attention dans quelque autre circonstance que ce soit, là, dans cette situation-là, parce qu'on avait cette affinité commune d'être ensemble au parc avec nos enfants, j'ai voulu évidemment participer à cette recherche. Au moment même où elle avait disparu, c'est-à-dire au moment même où on avait le plus de chances de la retrouver, et vous savez que dans le cas d'une disparition, plus les secondes défilent et puis plus les risques sont importants. Et finalement, ce papa était complètement démuni, parce qu'il a crié le nom de sa fille, mais on était absolument incapable de savoir à quoi elle ressemblait, quand est-ce qu'elle avait disparu, quelle était la couleur de ses yeux, comment elle était habillée, dans quelle direction elle était allée. Et c'est là que l'idée de Quidam est née. Un système d'alerte citoyen qui permet, en une seconde, d'alerter tous les gens qui se situent dans un périmètre de proximité, c'est-à-dire à moins de 5 minutes à pied. Ces personnes-là vont pouvoir communiquer, échanger, aider à résoudre cette situation d'urgence entre l'urgence elle-même et l'arrivée officielle des urgences, seule habilitée à gérer ce genre de situation. Mais là, il existe un délai qui peut varier selon les endroits, selon les zones, entre 8, 10, 15 minutes qui peuvent être fatales. De cette disparition est né finalement ce réseau social qui adresse aujourd'hui toutes les situations d'urgence du quotidien. On en a fait une plateforme universelle qui est déjà en activité, que certains ont déjà installée gratuitement,
sur leur smartphone et qui comptabilise aujourd'hui un petit peu plus de 15 000 utilisateurs actifs en France, en Belgique et en Suisse, et qui, tous les jours, œuvrent quotidiennement à la résilience des populations dans un environnement restreint, celui qui les concerne. Sur ce dispositif, il y a des citoyens, comme vous aujourd'hui, vous l'avez installé. Parmi ces 15 000 utilisateurs, vous avez à peu près 4 000 professionnels de l'urgence qui l'ont installé à titre individuel, des pompiers, des secouristes, des urgentistes, des médecins, des infirmiers, des bénévoles, parce qu'ils sont de nature bienveillante à l'égard des autres et qu'un dispositif comme celui-ci, évidemment, faisait écho. Et vous avez également des entreprises qui l'utilisent pour géosécuriser leurs salariés. Quidam, c'est un applicatif mobile. Et ça en fait son innovation. Plutôt que d'avoir une multitude d'applications pour chaque sphère, on va avoir une application qui va vous accompagner et sur laquelle vont pouvoir s'inscrire des professionnels, les institutions publiques, le COGIC, l'État, les citoyens et les entreprises privées gérant des populations dans leurs espaces de responsabilité. Un service citoyen, celui que vous avez installé, il est gratuit, il est anonyme, on respecte la vie privée, on ne commercialise pas les données de géolocalisation, on ne vous envoie pas de pub si vous passez à côté d'un H&M pour savoir si vous voulez acheter la promo de la journée. Pourquoi? Parce qu'on a créé une entreprise commerciale qui va pérenniser sa rentabilité au travers des services qu'il va vendre aux entreprises privées. Et c'est ces entreprises privées qui vont financer la résilience citoyenne. Même les institutions publiques n'ont pas à payer le dispositif Quidam parce qu'il reviendrait au même que de faire payer le contribuable, ce qui nous pensait un paradoxe dans le principe de notre modèle économique. Le deuxième service est un dispositif Qzone, je vous en parlais un peu plus tout à l'heure, celui de l'alerte aux populations. Je suis un citoyen, j'ai Quidam, je suis protégé à titre individuel grâce à Quidam Citoyen. Si j'ai un problème, je peux faire appel à la collaboration des citoyens que je ne connais pas à proximité. Mais si je suis dans un espace, je suis également géosécurisé. Et le troisième dispositif, dont je vous ai parlé également tout à l'heure, destiné aux entreprises, un dispositif qui permet, ou aux organisations, qui permet de protéger ses salariés ou ses collaborateurs en prévention ou en gestion de crise. Concrètement, Quidam Citoyen, c'est quoi? Quidam Citoyen, c'est un bouton ici, le bouton Quidam, qui va vous permettre, en un instant, d'envoyer et d'alerter tous ceux qui sont dans un périmètre de 500 mètres. C'est une appli qui est virale, qui est ludique, vous l'installerez, vous installerez essentiellement la prochaine version qui arrive dans quelques semaines. Vous verrez qu'on est dans un modèle très engageant et absolument pas anxiogène, contrairement à toutes les applications de sécurité individuelle qui sont souvent difficiles à installer parce qu'on se dit, tiens, quand même, j'en aurais pas besoin, c'est un peu anxiogène d'installer une application comme ça. Quidam, c'est une ceinture de sécurité. C'est comme quand vous rentrez dans votre véhicule le matin, vous mettez votre ceinture, et pourtant vous n'avez pas besoin de freiner tous les jours. Mais vous la mettez quand même. Quidam, c'est un petit peu pareil. Vous l'avez dans votre poche. Un jour, on sait que chacun d'entre nous devra vivre une situation d'urgence, malheureusement, quelle qu'elle soit. Ce jour-là, vous aurez Quidam dans votre poche. Concrètement, comment ça marche? Quand j'appuie sur mon gros bouton, on me propose soit d'envoyer un SOS, c'est-à-dire appeler au secours, de manière à ce qu'on vienne me porter secours, physiquement, ou pas physiquement, pour obtenir un soutien psychologique, ou physique, si le Quidam est habilité à le faire. Et lorsque j'aurai envoyé ce SOS, il va apparaître une page sur laquelle on va me demander de qualifier le SOS, si j'ai le temps de le faire. Si j'ai pas le temps de le faire, de toute façon, tous ceux qui sont dans un périmètre de moins de 500 mètres sont déjà alertes parce qu'ils ont reçu une notification sur leur mobile disant « Jonathan a envoyé un SOS à 45 mètres ». Une fois que j'ai qualifié cette information, tous ceux qui ont reçu cette notification vont la voir mise à jour et donc vont avoir l'événement qualifié sur leur téléphone mobile. Et là, ils vont pouvoir, les uns et les autres, échanger au travers de ce qu'on a appelé notre fil d'alerte. On retrouve la photo de la petite fille qui a disparu et les échanges des Quidam qui se donnent des informations en se disant « moi je l'ai vu », ils vont s'envoyer du média, de la photo, de la vidéo, de l'audio, mais surtout, ils vont pouvoir
appeler les secours et donner une information qualifiée au 112 de manière à ce qu'on puisse adresser les meilleurs moyens dans les meilleures situations pour résoudre cette situation d'urgence. Donc un système collaboratif qui permet à tout un chacun de communiquer et de trouver des solutions en cas de situation d'urgence. L'appel au secours est affiché dans le fil d'alerte. Ce qui fait que quand vous avez 5000 personnes qui viennent de recevoir une information, tout le monde sait que les secours ont été appelés et on va venir désengorger les standards téléphoniques de manière à ce que l'information puisse circuler convenablement. Voilà pour le dispositif citoyen dont je vous ferai un essai tout à l'heure en temps réel pour ceux qui ont utilisé l'application. Le dispositif d'alerte aux populations. 2 acteurs, les institutions publiques qui sont peu nombreuses à pouvoir alerter les populations. Ministère de l'Intérieur, mairie, préfet et pompiers sous couvert du préfet. Voilà les seuls acteurs qui sont en mesure d'adresser des messages aux populations dans l'espace public. Dans quelques jours, nous allons mettre à disposition de 3 départements de pompiers et d'une commune à l'essai ce dispositif qui va leur permettre d'alerter les populations de manière géolocalisée. Comment? En mobilité, depuis leur smartphone, par délégation, ou depuis un back-office qui est accessible depuis n'importe quel ordinateur. En quelques secondes, que ce soit des institutions publiques ou des entreprises privées, qui elles auront évidemment besoin de payer l'accès aux services, ils vont pouvoir faire de la prévention et de la gestion de crise en vous envoyant des notifications sur votre téléphone mobile. Prenons un exemple très concret d'un SDIS qui aurait besoin d'alerter une population. Il y a un feu, c'est les pompiers, pardon, les SDIS. Il y a un feu qui s'est déclaré à l'école militaire. Les pompiers vont pouvoir, sur la carte Quidam, positionner un feu à l'école militaire, définir un périmètre dans lequel ils vont informer les citoyens de ce danger, de manière à ce qu'ils se mettent en sécurité. Et ils vont pouvoir les alerter en leur envoyant un protocole. Et ce protocole, il va être lu, parce que Quidam étant un média collaboratif dédié aux situations d'urgence, je peux vous dire que quand Quidam sonne dans votre poche, c'est que ça vous concerne. Donc 99% de taux de lecture, ce qui est absolument phénoménal, comparativement aux réseaux sociaux classiques, où là on va avoir tout un tas d'informations très divertissantes mélangées à toute situation d'urgence déclarée. De cette manière, on a la quasi-certitude de toucher toute la population qui se trouve sur un site. Si la situation évolue, les pompiers vont pouvoir agrandir le périmètre d'information et donc alerter de plus en plus de monde. Et les citoyens eux-mêmes en situation d'urgence, puisqu'ils ont Quidam à titre individuel, vont pouvoir œuvrer collectivement à leur sécurité pour trouver des accès, s'ils n'ont plus où se loger, pour pouvoir se loger les uns et les autres, comme on l'a vu notamment dans le cadre des dernières catastrophes naturelles, avec des hashtags sur Twitter relayés de manière très importante, comme les hashtags portes ouvertes, qui ont permis aux uns et aux autres de s'héberger le temps que la situation soit gérée. Sécuriser ses visiteurs dans l'espace public, c'est aussi les fidéliser. Ça donne aux visiteurs ce sentiment d'une entreprise ou d'une institution bienveillante, et on verra demain Quidam installé dans la plupart des stades et la plupart des aéroports et des gares de France, parce qu'encore une fois, ils auront la certitude que les utilisateurs vont avoir un média dédié à l'urgence qui vont les accompagner partout, et ils ont la quasi-certitude que personne n'installera leur application dédiée Stade de France ou Aéroport de Paris, parce qu'on l'utilise trop peu au quotidien. Au-delà de l'alerte aux populations, la sphère publique, il manquait la sphère professionnelle. Et c'est peut-être la plus intéressante ce soir. Comment géosécuriser les salariés d'entreprise, et notamment ceux qui sont en expatriation. Pour développer ce dispositif, on a été accompagné par un grand monsieur qui est un directeur de sûreté d'une grande boîte du CAC 40, qui a décelé notre applicatif il y a un peu plus d'1 an, et qui nous a dit « Les petits pères, c'est bien mignon, je pense que votre système de résilience peut s'adapter de manière extraordinaire dans le monde de l'entreprise. » Et il avait vu juste, parce qu'il y a une vraie frontière. Quand on veut sécuriser ses salariés, les géosécuriser, c'est l'acceptation sociale de la géolocalisation. Être géolocalisé par son employeur tout le temps, ça peut poser un petit problème. L'intérêt, c'est qu'avec Quidam, on est sur une application tierce, que l'employeur n'a aucune information nominative de la géolocalisation de ses salariés,
il sait où ils sont, et en cas de crise majeure dans une zone, il aura la capacité de les alerter. Comment ça marche? De manière très simple, quand je suis un salarié d'entreprise, au-delà de mon petit bouton, je vois un autre module professionnel qui apparaît. Quand je suis dessus, je ne vois plus que mes collaborateurs, que les collaborateurs de mon entreprise autour. Prenons un exemple concret. Je suis au Caire et il y a un soulèvement de population. Je reçois une information de mon directeur de sûreté qui dit « Attention, soulèvement de population en cours, rendez-vous à l'ambassade ». Il va mettre un PDF avec le protocole à suivre, ce qui va se passer dans les heures à venir. Et c'est dans les heures à venir. Comment se rendre à l'ambassade quand on est au Caire, qu'on ne se connaît pas forcément tous entre expatriés et qu'on doit tous se rassembler? Eh bien, c'est là que le dispositif Quidam va être hyper intéressant. C'est que plutôt que de communiquer avec des inconnus à proximité, on va pouvoir communiquer entre collaborateurs de manière à s'entraider pour finalement aller à l'endroit indiqué par le directeur de sûreté qui, lui, aura eu cette information par avance. Également, et là je rejoins ce qui avait été dit par Emma, le directeur sûreté voit tous les messages SOS qui auraient pu être envoyés par les salariés. Et donc il a un vrai retour de terrain, et il sait qualifier l'événement, et il sait organiser ses interventions grâce aux informations qu'il a récupérées de ses collaborateurs sur le terrain. Finalement, on a créé un réseau social qui va être dédié aux salariés dans l'entreprise, comme vous pouvez le lire, qui va permettre aux salariés d'avoir la garantie de l'anonymat et du respect de sa vie privée, et grâce auquel il va pouvoir être alerté directement, soit par son directeur de sûreté au siège à Paris, soit par des délégués responsables de leur sécurité dans les zones concernées. Ce que je vous propose, pour terminer cette présentation, c'est de faire un essai en temps réel du dispositif Quidam pour voir ce que ça peut donner, concrètement, en termes d'usage et surtout en termes de rapidité d'exécution. Hop. Quidam, qu'est-ce que c'est? Voilà Quidam, c'est ça. Moi, je suis géolocalisé à cet endroit-là. Tous les points bleus qui sont autour sont actuellement des Quidam, qui ont l'application, qui l'ont installée et qui sont actifs. Si je zoome, je vois les quelques personnes qui ont joué le jeu, je les en remercie, et qui sont là, à côté de nous, tout près, et qui vont dans quelques temps recevoir mon message d'alerte. Ce cercle, c'est mon fameux cercle de... Oh, pardon, j'ai un peu trop dézoomé. Ce cercle autour, c'est ce fameux cercle de 500 mètres. Il n'y a que les gens qui se trouvent à l'intérieur de ce périmètre qui recevront l'information. Pourquoi? Parce qu'au-delà, ils ne peuvent pas m'aider. Au-delà, je vais les alerter, ça va être un peu de voyeurisme. Je rejoins ce que disait tout à l'heure Xavier en disant les gens postent une information sur un réseau social avant même d'appeler les secours. Effectivement, c'est un usage. Autant que faire se peut qu'ils envoient une information sur un média social qui va être utile à leur proximité. Non pas simplement pour s'inscrire dans une chronologie de l'histoire un petit peu voyeuriste, mais qu'elle soit un petit peu pertinente et résiliente. Donc l'idée c'est, j'utilise un média social, ok, mais je communique uniquement avec les Quidam qui sont autour. Pour vous donner une idée de la diffusion, tous les petits points bleus que vous voyez là, ce sont des utilisateurs. Je vais essayer de dézoomer un petit peu. Vous voyez qu'aujourd'hui, on couvre une belle partie de la France, de la Belgique, de la Suisse, et que nos citoyens français aujourd'hui se baladent un peu partout dans le monde, puisqu'on les voit en Espagne, au Maroc, en Italie, au Portugal, en Roumanie, en Grèce, en Turquie, en Israël, en Iran, en Irak, etc. Partout où ils sont, s'ils ont un problème, en appuyant sur le bouton, ils vont pouvoir alerter leur proximité, mais également des contacts d'urgence. C'est-à-dire des gens préinscrits dans l'application qui recevront, eux, les informations, quelle que soit la distance qui les sépare. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui sera en situation d'urgence, il est intéressant que ses parents soient également alertés, même s'ils ne sont pas à proximité. L'avantage, c'est que les parents, au travers du fil d'alerte, vont pouvoir suivre l'évolution de l'événement et donc être tenus informés du bon déroulement de la situation. Quand j'appuie sur mon bouton Quidam, on me propose deux choses. La première, SOS dont je vous ai parlé, l'appel au secours. La deuxième, c'est l'alerte.
L'alerte, comme son nom l'indique, je vais alerter les gens à proximité d'un danger potentiel pour qu'ils se mettent eux-mêmes en sécurité. Je n'ai pas besoin qu'on me vienne en aide, mais je les alerte, c'est un peu un acte citoyen qui est donc proposé dans le dispositif. Exemple concret, un feu se déclare, je n'ai pas besoin qu'on vienne m'aider, mais je déclare ce feu de manière à ce que les personnes autour et cette dame avec cette poussette ne passent pas par la rue concernée et donc qu'elle puisse se mettre en sécurité. Quand j'appuie sur SOS, et je vais le faire tout de suite, à cet instant précis, tous les gens qui sont dans le périmètre de proximité vont recevoir l'information. Donc je vais le faire, et puis ceux qui ont installé Quidam et qui reçoivent l'alerte, je vous propose de lever la main pour qu'on ait bien connaissance que vous l'ayez reçu. C'est parti. Voilà, test en live Quidam. Bon, c'est pas une situation d'urgence. Je vais prendre une photo en live. Une vraie situation d'urgence, tout le monde m'écoute? Ok. Use photo. Voilà. En un instant, j'ai donc alerté tous les gens à proximité et j'ai même déjà reçu des réponses. Vous avez reçu une alerte dans votre secteur, désirez-vous la lire? Voilà, je suis sur mon fil d'alerte. Et tous ceux qui ont reçu cette information vont pouvoir confirmer la véracité de l'événement. Là, on est dans la qualification de l'information. On met de côté les rumeurs, de manière à ce que les secours, lorsqu'ils vont être contactés dans l'application, aient la certitude que ce soit un événement réel et sérieux. Mais les gens vont également pouvoir poster des messages, m'écrire et me dire « Ah, tu es dans cette situation, tu t'es cassé la jambe, alors regarde, si tu t'es cassé la jambe, allonge-toi, ne bois pas d'eau, fais ceci, fais cela. » Et finalement, un citoyen lambda, non aguerri, va pouvoir recevoir des informations ultra qualifiées sur une situation d'urgence, alors que pendant cette situation, elle ne serait jamais allée chercher cette information, étant en panique. Et c'est là qu'on va profiter des atouts, des compétences des uns et des autres pour gérer une situation d'urgence particulière. On va pouvoir également envoyer de la photo pour qualifier l'événement, ou de l'audio si le message est trop long à écrire, par exemple. Ça, c'est la résilience citoyenne. Merci Fabrice, quelqu'un a mangé, il fait faim. Voilà. Bon, normalement, je bannis Fabrice du dispositif, hein, mais on va dire que c'est pour l'essai. Voilà, Xavier Titelman répond « ça va ». Là, vous pouvez imaginer, donc, si je retourne à ma carte, que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une vingtaine de personnes viennent de recevoir dans Paris ma situation d'urgence. Finalement, je ne suis plus jamais seul face au danger. Je fais de la randonnée, je me blesse. J'ai le sentiment d'être suivi. Je suis agressé ou témoin d'une agression. Je suis une personne à mobilité réduite et à cause de ce foutu trottoir, je suis obligé de faire 40 mètres sur une route dangereuse. Je peux faire appel à la solidarité des citoyens à proximité pour m'aider en situation d'urgence. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas que des gens qui ne soient pas bienveillants. Vous seriez surpris, et vous allez l'être parce que ce soir vous allez tous installer Quidam et le faire installer à vos familles, vous allez être surpris à quel point les gens, quand ils sont concernés par une affinité de proximité, sont prêts à s'entraider, à se déplacer pour se porter secours. Je sais également que 10 personnes sont intervenues sur ce SOS qui est visible sur la carte et qui est d'ailleurs visible par tous les utilisateurs de Quidam. Mais encore une fois, il n'y a que ceux qui sont dans un rayon de 500 mètres qui ont reçu l'information. Voilà, Samuel, tout le monde répond. Et à voir, c'est bientôt le cas. Autre proposition de Quidam, l'alerte aux populations. L'alerte aux populations se fait également en mobilité. Je suis administrateur de la ville de Paris parce que je suis l'administrateur de Quidam, mais je le mets à disposition de la mairie de Paris, comme je le fais également pour la mairie de Marseille. En cliquant sur alerte, je peux indiquer qu'il y a une manifestation en ce moment à la Bastille et qu'il vaut mieux éviter le secteur pour sa sécurité. Et quand je vais cliquer sur envoyer, parce que je suis administrateur, je vais pouvoir définir la zone dans laquelle j'envoie mon message. Et vous voyez que ce soit pour la Chambre de commerce ou d'industrie de Marseille, pour les pompiers de la Vienne, pour la ville de Bruxelles, la ville de Cassis, peu importe le nombre de zones qu'on aura créées,
En cliquant sur OK, je vais alerter l'ensemble des citoyens qui se trouvent sur la zone. Donc voilà un système d'alerte aux populations qui ne prend que quelques secondes, ce n'est pas une usine à gaz, c'est très rapide parce qu'il faut que ce soit efficace. Donc voilà l'essence de Quidam, un média collaboratif en gestion d'urgence. Comme il est humble, il ne vous dit pas qu'ils ont gagné énormément de prix de l'innovation. C'est un peu vrai. C'est totalement vrai. Et il peut descendre aussi au niveau d'un bâtiment. C'est-à-dire que c'est pas uniquement une ville. Moi, clairement, pas officiellement, mais je soutiens à fond l'application parce que c'est vraiment quelque chose qui est... Non, mais l'État s'engage pas sur une application, elle est gratuite pour l'État, donc c'est super. J'espère qu'on s'en servira rapidement. Mais officiellement, on ne peut pas soutenir un organisme payant, enfin, une société. Un but lucratif. Voilà. Même si c'est gratuit pour tout le monde, sans pub, etc. Merci beaucoup pour ces 3 interventions très complémentaires sur cette problématique gestion de crise 2.0. On va vous passer les micros. Donc comme d'habitude, je demanderai de vous présenter rapidement ce que vous faites dans la vie. Et si vous avez une question particulière adressée à quelqu'un, le dire, ou sinon ils se battront pour vous répondre. Oui, monsieur. Rostin Parisi, je suis étudiant dans le domaine de la sûreté. J'ai une question pour le fondateur de Quidam. Oui. Si une personne rentre dans les 500 mètres autour d'un SOS, est-ce qu'elle en reçoit aussi une alerte? Ou, et ce, au bout de combien de temps? Et est-ce que les alertes se suppriment aussi au bout d'un certain temps, etc. Alors c'est une très bonne question. Ce qu'on veut, c'est traiter l'urgence. Donc déjà, on prend le chemin inverse des réseaux sociaux. C'est-à-dire que chez nous, l'information est éphémère. De toute façon, elle ne reste que 48 heures au maximum. Après, l'émetteur de l'alerte ou du SOS a la capacité d'annuler son alerte ou son SOS lorsque la situation est terminée. Si on traverse une zone dans laquelle un SOS citoyen a été émis, ou bien une alerte publique d'une institution a été émise, eh bien on reçoit effectivement l'information, et cette alerte, on la reçoit tant qu'elle est active, soit de manière permanente, si l'école militaire par exemple avait une zone sur son bâtiment, il y indiquerait probablement les accès et les sorties de secours pour ses visiteurs, on recevrait systématiquement l'alerte, mais en gestion de crise, on la reçoit dans le délai de la crise elle-même. Oui. Quel micro? J'ai une autre question. Attendez, on va vous donner le micro. On va vous l'apporter. Bonjour, je suis Marie Picuit, étudiante en droit à l'Université de Paris 1. J'ai une question pour Quidam, toujours. Concernant le risque de non-assistance à une personne en danger, que se passe-t-il si, par exemple, les utilisateurs ne répondent pas à une alerte et que ça s'avère qu'elle est grave? C'est évidemment un vrai sujet qui est d'ailleurs traité différemment selon les pays dans lesquels on utilise notre applicatif. C'est pour ça qu'aujourd'hui il est disponible uniquement en France, puisqu'on a pu s'assurer qu'on ne puisse pas mettre en cause nos utilisateurs en cas de non-assistance à personne en danger, parce que tout simplement, la non-assistance à personne en danger doit être démontrée sous plusieurs aspects. Déjà, vous savez qu'il ne faut pas se mettre en danger soi-même, puisqu'on n'a pas obligation d'intervenir si on est susceptible d'être en danger soi-même. Ensuite, il faut avoir vu la situation de visu. L'avoir reçu sur un média sans être intervenu dessus n'a aucune espèce de cadre légal. C'est comme si vous étiez au courant qu'il y a une situation de danger via Facebook et puis que vous n'y alliez pas. On ne peut pas vous mettre en cause. Ensuite, il faut démontrer que l'alerte a bien été consultée. Et là, ça voudrait dire qu'il faudrait venir voir mes bases de données et j'ose espérer, enfin, je conseille à personne de venir essayer de me réclamer mes informations confidentielles sur mes utilisateurs qui sont évidemment mon fonds de commerce. Donc la non-assistance à personne en danger ne peut pas avoir lieu et en réalité il y en a déjà bien trop dans la vraie vie. Oui, monsieur au deuxième rang. Bonjour, Alexandre Couillon-Dian, journaliste indépendant. On a vu après les attentats de novembre que le hashtag porte ouverte a été beaucoup utilisé sur Twitter notamment, mais souvent pour dire
que c'était très bien, que ça redonnait foi en l'humanité, etc. Donc c'est très sympathique, mais ça a beaucoup bruité le signal. Et je me demandais si on avait les moyens techniques de filtrer un petit peu automatiquement ces choses-là. Alors, sur une urgence comme celle-là, alors je parle pour la gestion de crise. On ne s'intéresse pas au bruit médiatique. Alors déjà, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, moi, dans mes recherches, j'exclus tous les journalistes, j'exclus tous les médias officiels. Parce que moi, ceux qui sont sur le terrain, c'est ceux qui m'intéressent. Et ensuite, si le Figaro envoie quelqu'un, je vais le suivre. Pardon ? Ils peuvent être sur le terrain. Ils peuvent être sur le terrain, mais la probabilité que la personne qui tweet soit un journaliste par hasard, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je retire le Figaro, etc. Je retire les journaux officiels. Et je retire tous les tweets qui contiennent un lien vers les articles. Ce qui permet déjà d'enlever un certain bruit. Ensuite, dans une alerte, où j'ai déjà par exemple le mot tir, je peux retirer moins bravo, moins... et tous les tweets qui contiendront bravo et qui correspondent, je peux les retirer aussi. Donc évidemment, après, on est sur porte ouverte, une situation où les gens s'autogèrent. À la limite, tant mieux, et l'État ne va pas s'immiscer là-dedans. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire remonter de l'information opérationnelle pour éventuellement envoyer un Canadair, envoyer un hélicoptère, envoyer des renforts. Je parle pompier, hein, je ne suis pas policier. Enfin, pompier, sécurité civile. C'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer le raid, c'est pas nous qui faisons ça. Voilà, donc on est vraiment sur du sauvetage. À la limite, on ne fait pas du renseignement. On n'est pas sur un suivi en continu. Le renseignement, c'est la DCRI qui va s'en occuper, et eux, ils vont faire démonter les réseaux islamistes. Nous, à la limite, c'est réparer les dégâts une fois que c'est trop tard, une fois que c'est raté. Donc on n'a pas vraiment le même objectif, on n'a pas besoin d'avoir une exhaustivité. On a par contre un intérêt à suivre les fausses informations, effectivement, pour les démonter. On a un cas, le premier, c'était sur les attentats, le déraillement de Bretigny, 2013, donc le train qui déraille, des centaines de milliers de tweets, vraiment des centaines de milliers. Et on a au milieu de ça des photos de corps qui commencent à être diffusées massivement, qui sont reprises avec des corps déchiquetés sur les voies. Et on utilise deux applications, on utilise TinyEye, effectivement pour voir que cette photo, non seulement elle date d'il y a 6 mois et elle était sur un blog américain, on utilise aussi Photo Forensics pour voir si la photo a été retouchée. Et du coup, si l'État dit « attention, cette photo est fausse », tout le monde s'en fout. Mais donc, comme Visov, ils sont 50, ils ont été tapés sur l'épaule de chacun des utilisateurs en disant « attention, ta photo elle est fausse ». Et ils ont réussi à faire cesser des rumeurs en un quart d'heure. Donc c'est aussi une puissance d'avoir une communauté qui est nombreuse et bienveillante, c'est parce qu'elle peut faire cesser aussi du bruit ambiant et des rumeurs. Donc en gros, c'est purement quelque chose d'humain, il n'y a pas d'intelligence artificielle pour le contrôle. Mais encore une fois, ce qui intéressera plus la gestion de crise, et c'est pour ça que c'est indispensable d'avoir des outils payants, parce que malheureusement, j'ai aussi avec les outils gratuits, c'est vrai que j'obtenais que les tweets de 8h05. Et le tweet de 8h00, c'est parce que j'ai VisiBrain qui est payant. Et donc trouver les premiers témoins sur le terrain, c'est eux qui vont m'intéresser et c'est eux que je vais suivre. C'est pas tous les gens qui disent derrière c'est bien, c'est pas bien, au secours. Question à fond. Moison Kevin, étudiant en psychologie. Vous avez dit quoi? Allez-y. Simple question par rapport à la sécurité de l'application du coup. On sait que, c'est un exemple assez fort, mais techniquement les réseaux terroristes peuvent utiliser les réseaux sociaux pour communiquer entre eux, ça a été prouvé plusieurs fois. Et est-ce qu'il n'y a pas de risque que l'application soit utilisée à des mauvaises fins? Alors c'est évidemment une excellente question. À l'étranger, dans les pays dits à risque, on a développé un système qu'on appelle, nous, le système d'invisibilité. On peut imaginer que les premiers utilisateurs de Quidam sont des Européens. Et donc forcément, si on les géolocalise dans des pays à risque, ils sont des cibles potentielles. Donc dans ces pays-là, et nous pouvons les faire évoluer sur le fil, les Quidam n'apparaissent plus distinctement. Mais vous savez combien vous en avez dans votre proximité. Donc déjà, ça évite la géolocalisation. Ça, c'est pour celui qui voudrait trouver un Quidam et lui faire la peau. Après, j'ai envie de vous dire que dans ces pays-là, on n'a pas attendu Quidam comme ça. Et on sait très bien où se trouvent tous les expatriés, où est-ce qu'ils vont bouffer, etc. Supposons qu'un terroriste ou une personne mal intentionnée
parce que je ne crois pas qu'un terroriste, pour faire un attentat, appuie sur Quidam et attende que les gens viennent. Par contre, on pourrait imaginer une personne malveillante, prenons plutôt des accidents de la vie ou des gens malveillants au quotidien. Il se dirait, tiens, je vais appuyer sur Quidam et puis quelqu'un va venir et puis je vais le voler, par exemple. Bon, il faudrait qu'il ait vraiment du bol pour qu'il soit tout seul, parce qu'il a 500 personnes qui rappliquent, il ne va pas faire grand-chose. Donc l'idée, c'est vraiment, finalement, mais rien n'est infaillible, encore une fois, d'essayer de prendre ce qu'il y a de mieux des réseaux sociaux, pour justement éviter au maximum ce genre de situation. Si je prends cet exemple et que je le transfère sur un Facebook, et que je dis par exemple ce soir j'organise un super événement, soirée blanche au pied de la Tour Eiffel, on pourrait aussi imaginer que cet événement est un faux événement utilisé pour réaliser un attentat. Donc, entre l'instantanéité, le temps réel, l'inconnu du nombre de personnes qui se présentent, on essaye d'éviter autant que faire se peut les détournements de l'application. En appli, parce qu'il n'a pas... Je fais plus sa pub que lui au final. C'est des jeunes filles qui font leur footing dans le bois de Vincennes à 6h du mat. Vous regardez le bois de Vincennes à 6h du mat, vous avez 50 applications qui courent, c'est un truc de fou. Vous avez dans des rues, les commerçants, il y a une bande qui vient de rentrer chez moi, bim, j'appuie, tous mes voisins instantanément, ils ont l'information qu'il y a une bande. C'est vraiment ça l'application. Là récemment, il y avait le papy coincé dans son ascenseur, le bouton alerte ne marchait pas. Il y a quelqu'un qui est venu il a donné le code, je crois. Dans la minute, ouais. Et il a été voir le numéro de téléphone de l'assistance qui était sur la porte d'entrée, parce que le bouton ne marchait pas. Donc c'est vraiment ça les applications derrière. Heureusement pour l'instant ça n'a pas été détourné, mais il n'y a pas de raison que ce soit plus qu'un autre réseau. On a également, pour s'inscrire dans Quidam, vous l'avez vu, on vous demande également votre numéro de mobile pour ce que ça vaut, parce qu'on peut changer de mobile tous les 10 jours, ça reste un peu compliqué, mais on a votre numéro de mobile et puis on le valide par SMS. De cette manière-là, on a, on va dire, un début d'information relativement sérieuse du porteur du téléphone, et donc, s'il y avait une situation vraiment gravissime, on pourrait communiquer ce numéro de téléphone et la géolocalisation aux institutions qui sont habilitées à gérer les crises. Madame ? Oui, bonsoir, je suis Françoise Franck, j'appartiens à la direction sûreté d'une grande entreprise. Je voulais revenir sur la rumeur, puisque donc j'ai noté dans votre présentation que vous parliez d'incendie dans la jungle de Calais. On sait que c'était une rumeur, et on sait qu'on a eu aussi des rumeurs à Bruxelles avec les hôpitaux, des rumeurs qui, elles, étaient vraiment orchestrées par les réseaux islamistes pour faire peur aux gens et empêcher l'accès aux hôpitaux. Donc comment vous gérez ça, et voilà. Mal déjà, parce que comme on n'a pas de compte, non mais on n'a pas de compte Twitter officiel. Le seul compte Twitter officiel, officieux de la sécurité civile, c'est le mien, il n'y en a pas. D'ailleurs, je peux le citer d'ailleurs. Perso, sécu civil, c'est très facile, je diffuse pas grand chose d'intéressant dessus. Donc officiellement, on n'a aucun moyen d'aller intervenir, et c'est pour ça aussi qu'il faut se baser sur des associations où ils sont nombreux, parce qu'encore une fois, un compte officiel tout seul, il peut dire ce qu'il veut, ça ne va pas aller toucher l'individu unique. Après, que des terroristes ou des gens qui les suivent diffusent des fausses rumeurs, c'est clair que ça arrivera, et ça, malheureusement, je ne pense pas qu'on ait une facilité pour bloquer. Si on vous dit attention, on va faire péter un hôpital, je pense qu'on va faire évacuer tous les hôpitaux, de la même manière qu'à chaque fois qu'il y a un timbré qui assemble 3 morceaux de scotch dans un avion, on fait atterrir l'avion en urgence, je pense malheureusement que des fausses alertes, il va y en avoir. Et qui se fait prendre en photo sur Twitter. Oui, très sympa. Donc les fausses alertes, il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire contre ça. On peut lutter contre les rumeurs, il faut qu'on les identifie. Je reviens sur ma crise neige où les gens dans le Nord croyaient qu'on allait leur couper l'électricité. Et du coup, ça commençait à faire des émeutes, et c'est dégueulasse, on garde tout pour Paris. Mais du coup, ils commençaient à avoir des situations, des gens qui sortaient de chez eux pour aller chercher des bougies, alors qu'il y avait de la neige partout, etc. Ça, c'est gênant. Donc nous, on n'est plus sur cette optique-là pour l'instant. Pour être clair, les attentats, c'est pas quelque chose... c'est assez récent, puisqu'en novembre, on n'avait fait que des inondations, des tremblements de terre, du vrai secours, comme on le fait d'habitude. Là, pour la première fois, c'était un attentat. Donc on n'est pas réellement calibré pour ça. On n'a pas le volume. Et en plus, moi, je suis
Je suis tout seul, mais je suis à temps partiel en plus. Ça rend les choses encore plus compliquées. C'est volontaire, hein, parce que je suis consultant en sécurité aérienne à côté. C'est moi qui ai voulu reculer. Mais ça rend très compliqué d'avoir une permanence 24 heures sur 24 quand on est tout seul sur un poste comme ça. Alors je peux peut-être compléter justement pour les responsables sécurité. Il y a des équipes comme la mienne par exemple qui justement font ça 24 heures sur 24. Donc c'est des analystes qui vont être capables de savoir si c'est une information qui est fondée ou pas. Non seulement parce que on va savoir si c'est un tweet qui est juste retweeté, chercher à savoir qui tweet ça, combien de personnes en parlent, est-ce qu'il y a des photos, et vraiment essayer d'avoir la crédibilité de ces sources-là. Dans quel délai? Alors quand c'est un attentat, la première alerte est publiée dans les 20 minutes. Donc dans les 20 minutes, après avoir spoté l'incident sur Twitter, on est capable de dire à peu près ce que c'est, où c'est, et l'envoyer à tous nos clients. Bonsoir, Samuel Lafont. Donc je bosse dans la stratégie de communication et notamment dans la communication à la région Île-de-France sur les réseaux sociaux. Ma question suit un petit peu celle de madame. En fait, dans les attentats, je trouve qu'à Bruxelles, on a été un petit peu, comment dire, amateur. On a l'impression qu'on ne s'attendait pas du tout à ce que l'État islamique, ou des gens qui soutiennent l'État islamique, utilisent des réseaux sociaux. Je dis ça parce que, de la même manière, si on regarde un peu ce que font les Américains par rapport à l'utilisation de l'État islamique sur Twitter, j'ai l'impression qu'en contre-propagande, ils sont un peu avant nous. Ça fait des mois que je suis un peu déçu de l'offre gouvernementale en contre-propagande vis-à-vis de l'État islamique. Mais pour revenir sur la gestion de crise exactement, à Bruxelles, donc quelques comptes qui ont parlé d'explosions dans les hôpitaux ou ailleurs, qu'est-ce que vous imaginez comme utilisation future? En plus de ça, là c'était quelques comptes à quelques endroits. Est-ce que vous pensez que ça peut durer plusieurs jours, que ça sera fait avant avec des fausses attaques, avant la véritable attaque? Enfin, voilà. Est-ce que vous avez une idée de la chose? Merci. Est-ce que vont faire les méchants? Alors déjà, vous êtes sévère avec l'État parce qu'il a quand même fait 6 vidéos en un an. Ce qui est pas mal. Pour l'État, c'est pas mal. Dire. Alors, on a déjà vu des comptes assez étonnants qui ont commencé à suivre Vizov et tout ce qui s'associe à Vizov. Aujourd'hui, des comptes en arabe qui parlent de Coran, etc., ou que français arabe. Donc on a déjà identifié qu'il y a des comptes qui ont commencé à nous suivre d'une manière qui n'est pas normale. Et clairement, après les attentats, après des situations d'urgence, je pense qu'il y a en ce moment des gens qui s'intéressent à Vizov. Donc ça, c'est aussi gênant. Donc on les identifie, on les blacklist, bon, clairement, des bénévoles de Vizov, il y en a 150 et ils sont facilement identifiables. Donc clairement, ils vont nous flouder, c'est-à-dire qu'ils vont nous balancer 150 notifications qui vont faire que ça va être compliqué d'utiliser notre propre compte Twitter, parce qu'il va être très nombreux derrière, parce qu'ils sont des millions, en tout cas des milliers. Des pays comme l'Arabie Saoudite, il faut se souvenir que dans les attentats du 13 novembre, la majorité des tweets émis par l'Arabie Saoudite étaient favorables aux attentats. Donc c'est quand même compliqué de se dire qu'il y a des pays entiers qui sont contents quand on se prend des attentats à Paris. Et évidemment, si eux là-bas ils se mettent d'accord pour attaquer le compte Vizov ou Perso Sécu Civil, bon bah mon compte déjà je pourrais plus communiquer avec l'extérieur, je ferai de la veille avec les outils que j'ai d'habitude, mais je pourrais plus communiquer réellement à l'extérieur. Donc là, clairement, je vois pas comment faire. Mais tu pourras communiquer sur Quidam. Je pourrais communiquer sur Quidam. Non, clairement, on va être dépassé par le nombre. C'est un problème quand... Enfin, bon, ils ont des moyens informatiques, ils ont des moyens de piratage qui sont importants. Je pense qu'ils pourront faire tomber des serveurs lors des prochaines opérations. Et je pense qu'à part avoir une infrastructure comme Google je reviens toujours sur Google, mais il faut des infrastructures que l'État n'a pas pour être capable d'encaisser 20 millions d'ordinateurs zombies qui vous attaquent en temps réel. Il faut avoir une infrastructure que l'État français ne possède pas. Une autre question? Madame Milieu. Donc, Paruti Anastasia, étudiante en géopolitique. Moi, je me posais simplement une question assez basique, hein, je ne suis pas du tout expert. Un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît. Donc, je me demandais juste ce que vous pensez du safety check de Facebook. Qu'est-ce qu'il apporte en plus de Quidam ou en moins? Y a-t-il une concurrence à venir? Est-ce que Facebook va justement développer ce concept?
Voilà. Alors, le safety check, c'est bien et c'est pas bien. C'est un peu comme tout. Pourquoi c'est bien et c'est pas bien? Comme moi, vous avez tous reçu le safety check pendant le 13 novembre. Moi, j'ai pas beaucoup d'amis, je vais en avoir 300, un truc comme ça. Bon, il y en a 200 qui ont répondu qu'ils allaient bien. Je me suis inquiété pour les 100 derniers, vous pouvez pas savoir. Alors qu'ils allaient très bien. C'est un petit peu la limite de ce safety check. Quidam, on a pris le chemin inverse. Quelqu'un qui va pas bien, soit il a la chance de pouvoir le déclarer, soit il a été vu par quelqu'un qui peut le déclarer. Et on préfère déclarer quelqu'un qui va pas bien, plutôt que quelqu'un qui va bien, parce que s'il se déclare pas comme allant bien, on pense qu'il va pas bien. Donc c'est un peu le chien qui se mord la queue, c'est un problème. Néanmoins, on peut pas dire que c'est inefficace. Ça a rassuré aussi beaucoup de monde de savoir que ces 200 personnes, elles allaient bien. Bon, après, il faut peser où est l'inquiétude et l'anxiété. Est-ce que c'est les 200 ou est-ce que c'est les 100? Il existe un système, et c'est pour ça que je ne suis pas trop critique, de safety check dans Quidam destiné aux entreprises. Pourquoi? Quand il y a, par exemple, un attentat dans une ville, notamment dans une ville éloignée, l'entreprise a donc un back-office sur lequel il voit tous ses salariés dans le monde entier. Il ne sait pas qui ils sont. Le but, c'est pas de savoir nominativement qui est où. Mais il sait qu'il a des salariés, et en ce moment, il en a, prenons l'exemple du Caire, il en a au Caire. Il envoie une alerte à tous ses salariés du Caire, sans savoir qui ils sont, mais il sait qu'il en a, qui s'y trouve, et donc ils vont pouvoir y répondre. Néanmoins, ça ne lui permet pas d'avoir un état très exhaustif d'une réponse officielle de la bonne mise en sécurité de ses salariés. Et donc il a une option de safety check, mais qui est uniquement réservée à des collaborateurs pendant un temps bien précis, temps pendant lequel ils vont être positionnés nominativement sur la carte, à condition que le salarié l'accepte et le souhaite. De cette manière-là, il va savoir que ces 15 salariés qui sont au Caire ont accepté ce safety check Quidam et sont effectivement de manière certaine bien en sécurité parce qu'ils ont répondu. Alors, accessoirement, ça désengorge les réseaux téléphoniques classiques. Il faut savoir que sur les antennes relais téléphoniques, vous avez deux voies séparées, la voix et la data. La voix peut être saturée, la data peut continuer à fonctionner. Donc c'est aussi intéressant que les gens utilisent les réseaux sociaux pour dire ça va bien plutôt que d'envoyer des SMS. Il vaut mieux des SMS que des appels, mais en tout cas ça désengorge les réseaux classiques. Une dernière question, monsieur. Bonjour, Quentin, étudiant. J'aimerais savoir en fait, concernant Quidam, comment ça se structure en termes d'informations contradictoires. J'ai vu le Stade de France passer tout à l'heure, et je me dis, il y a forcément une priorité de l'information qui est faite, une primauté, soit elle est attribuée à une mairie, à une préfecture ou à des pompiers, mais qui est prioritaire, et est-ce que c'est la personne qui déclenche l'alerte qui gère la priorité? Alors, ça dépend de la situation en réalité. Prenons l'exemple, le Stade de France est un bon exemple. Moi je les ai rencontrés le 16 novembre, le Stade de France, parce que c'est administré par Vinci et qu'on est assez proche de ce groupe. Lorsqu'il y a une situation comme celle du 13 novembre, c'est pas la sécurité de Vinci qui prend le relais, c'est le ministère de l'Intérieur. C'est le seul habilité à communiquer aux populations, même dans un espace privé. Après, vous avez des situations qui ne sont pas forcément des situations telles que des attentats, mais qui sont des situations d'urgence, de gestion de l'entreprise, comme des sorties fermées, des CRS qui chargent, des fumigènes dans une tribune, des échauffourées à l'extérieur du bâtiment. Et dans ce cadre-là, c'est bien l'entreprise, le stade, qui prend le relais sur l'information. Et il sait exactement quelle est sa limite, puisqu'ils connaissent leur protocole absolument par cœur. Merci beaucoup pour ces 3 interventions Merci à vous. complémentaires passionnantes ce soir.